m'appelle Julie Canarelli, je suis artiste visuelle, mais je m'occupe aussi de l'association Corsica Luce qui organise des expositions et des résidences d'artistes à Nonza. Aujourd'hui, on est dans le local de Corsica Luce, qui est aussi l'endroit où je vis, et c'est la restitution de deux résidences. D'accord ? La restitution de deux résidences, une résidence que j'ai faite, mais aussi la restitution de la résidence de Yann Léandre. On a travaillé tous les deux sur Pascal Paoli, à l'occasion du tricentenaire. Aujourd'hui, dans cette exposition, on voit les lieux d'exil de Pascal Paoli en Angleterre et en Écosse. Ces lieux d'exil, j'ai pu les recenser grâce à Francis Beretti et à son livre qui s'appelle Paoli en Angleterre. Et j'ai des rendez-vous avec Francis Beretti et on a hiérarchisé les lieux qui étaient les plus importants en Angleterre et en Écosse. Donc ce sont des images couleur en format 6:6, donc c'est des images argentiques. Alors on peut voir la maison de James Boswell en Écosse, celle du Dr Johnson à Londres, mais aussi l'église, la vieille église Saint-Pancraz où Pascal Paoli a été enterré une première fois, ainsi que son buste à l'abbaye de Westminster. Il faut savoir qu'il y a peu de personnages politiques qui ont leur buste à l'abbaye de Westminster. Donc il me semblait important de montrer aux Corses et aux non-Corses l'importance qu'a été l'Angleterre pour Paoli et Paoli pour l'Angleterre. On a aussi, je suis allée à la cathédrale de Salisbury où vous avez la Magna Carta, c'est-à-dire la constitution anglaise que Paoli défendait. Parce que l'Angleterre, à l'époque de Paoli, était beaucoup plus en avance au niveau de la démocratie que la France. C'est pour ça que Paoli s'est dirigé vers l'Angleterre. Allora, Sebastian Queneau, maestro di conferenza all'Università di Corsica, siamo qui per presentare a Gerca Baolina. Allora, Gerca Baolina è un progetto che si iscrive in un quadro di un tricentenario di Pasquale Paoli, di un progetto dell'Università, di un Tourism Lab in Industria Culturale di Pays Uniti, che noi portiamo con l'Università, con altri partenari. Abbiamo avuto l'idea di fare questa Gerca Baolina con Patrick Saligedi, il direttore dell'ufficio di turismo di Gabigorso, e con Julie Canarelli, che quando l'ha chiamata ha risposto subito e mi ha detto allez, banco, andiamo. E proviamo a fare un progetto a tempo di creazione e di ricerca, di modo a sostenere, diremo, tutti gli abbé che sono stati prodotti dall'Università in giro a Pasquale Paoli e di modo di noi a cercare mezzi di mediazione scientifica e artistica e culturale questa mostra. La Gerca Baolina è una mostra in 3 atti, in 12 luoghi, ma 3 atti, dunque prima c'è la mostra nazionale in una decina di appelli di Gabigorso perché c'era l'indiogo di luoghi e di spargere nell'insieme di territori. In Gabigorso non c'è mica un grande centro culturale, poi c'è una ventina di comuni, dunque l'idea era di coprire l'insieme di territorio e con luoghi aperti, facili, e dunque abbiamo avuto il sostegno di Aieja di Corsica per stare là, dunque una decina di ritratti di nazionali corsi, contemporanei, paesani. L'idea era di impegnare i paesani in questo progetto. Accanto a questo c'è di noi il progetto di Julie Canarelli, Loghi d'esilio, e i luoghi d'esilio di Pasquale Paoli in Inghilterra e in Scozia sono pochi mica conosciuti, sono stati valorizzati in un documentario di James Boswell, ma altrimenti siamo fermati quasi 3 secoli senza conoscerli. E qui questa mostra è l'occasione di vedere, di avere un'altra idea di Pasquale Paoli, dopo a Ponte Nuovo, di conoscere i luoghi e di noi forse la gente che l'ha potuto frequentare durante quasi a metà della sua vita. E il terzo atto di questa mostra di finzione sono una decina di video di Yann Léandre che palesano sia stonde deri sia stonde dodi di non mi risponde appena tra i luoghi e i tempi di Pasquale Paoli in Corsica, una mostra video di Yann Léandre. L'idea di questo progetto, l'idea di scegliere Gabigorso come luogo di frequentazione turistica, ma con un'offerta culturale abbastanza debole, dunque di creare un progetto con i partenari di territorio, con la popolazione di noi, di modo a sviluppare una forma di incapacitazione, di empowerment di territorio, mica solo a destinazione di turisti,
ma di va un'opera artistica, ma di noi a destinazione e soprattutto di corsi, che di noi 17 conferenze o villo di estate in differenti paesi di Ugabi Corso. Dunque una mostra, 17 conferenze, ma sarà di noi un libro a rientrata e facciamo di noi un'inchiesta a destinazione di turisti di modo a conoscere le pratiche culturali quando vengono in Corsica, perché siamo battuti da un bilancio che in Corsica abbiamo assai turisti, ma un'offerta culturale per elli abbastanza debole, in Corsica che li spendono meno soldi per questioni artistiche e culturali. Pensiamo che a Corsica non è mica solo sole e mare, non è mica solo quello di La Fissi, come lo diceva Gianfrancesco Bernardini, ma che abbiamo di noi un racconto da sviluppare e questa mostra con un quadro di un centenario di Pasquale Bauli, che è l'occasione di dire appena ciò che noi siamo e di impadroniscerci di questo racconto con una creazione artistica nuova, perché finalmente sono luoghi, stonde, c'è una forma di cultura materiale di Pasquale Bauli che non abbiamo mai visto, e penso che da qui l'originalità a tempo questo progetto in un territorio rurale assai e di noi con video, ritratti, di noi con queste conferenze e di noi questo progetto di ricerca e creazione che ci vuole essere da Rido. Avec vous, je souhaite m'entretenir des liens que la littérature, on disait autrefois les belles lettres, entretiennent avec l'histoire. Et si je souhaite revenir sur le 19e siècle, qui a vu naître et éclore le mythe paolien dans la littérature, revenir, c'est le verbe qui convient, puisque j'avais, par le passé, il y a de nombreuses années, déjà écrit, il y a fort longtemps, dans le cadre de ma thèse, un ouvrage qui était issu de ma thèse et qui s'appelait Esprit corse et romantisme, notes et jalons pour une histoire culturelle. J'avais évoqué Francesco Domenico Guerrazzi, dont je vais vous parler ce soir, et Niccolò Tommaseo, qui sont deux personnages importants de l'histoire italienne, mais qui ont rencontré également la Corse, puisqu'ils ont été tous les deux, tour à tour, pas au même moment, exilés en Corse. Dans cette thèse, que j'avais soutenue en 2000, il y a 25 ans, sous la direction du professeur Jacques Fouzine, j'avais évoqué l'histoire, la littérature corse des XVIIIe et du XIXe siècle, et j'avais avancé l'idée qu'il s'agissait là d'un prolongement insulaire de la grande littérature italienne classique, alors évidemment avec des variations corses, puisque les premiers textes écrits en langue corse, on peut les dater, alors corse conscient, lorsque les auteurs écrivent un texte en corse en ayant conscience d'écrire autre chose que du toscan. Je fais le distinguo, on estime que c'est la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle, avec un personnage originaire de Piazzole d'Orezza, Guglielmo Guglielmi, qui est un lettré, un ecclésiastique, né en 1644, mort en 1729, au début de la Révolution. Donc, l'historiographie, la littérature corse, elle a été un prolongement insulaire de la grande littérature italienne. On peut dire la même chose de l'historiographie corse. Les historiens corses des XVIIIe et du XIXe siècle, ils sont dans le sillon de l'historiographie italienne et notamment de l'historiographie du sillon ouvert par le père de l'historiographie moderne italienne, qui est Ludovico Antonio Muratori, qui est un personnage qui peut-être évoque peu de choses pour vous, mais qui est véritablement le père de l'historiographie moderne italienne et qui a publié les chroniques du Moyen-Âge, du XVIe siècle, du XVIIe siècle, et qui a travaillé également sur la Corse, puisqu'il a publié De Rebus Corsicis, qui est ce texte magnifique de Pedro Girneo, qui est un auteur originaire d'Aligiani, au XVe siècle. Alors, le XIXe siècle et la naissance du mythe paolien
m'amène à évoquer le romantisme, puisqu'on est en plein dans ce mouvement qui est ce mouvement romantique qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle, qui traverse toute l'Europe, hein, de la même façon que le XVIIIe siècle n'est pas, j'allais dire, d'un seul bloc, d'une seule couleur, hein, puisque les lumières napolitaines ne sont pas les lumières françaises, qui ne sont pas les lumières corses. Le romantisme, en fonction du pays dans lequel on l'observe, il n'est pas le même. Le romantisme allemand, Goethe, Hölderlin, n'est pas le romantisme d'un Michelet, d'un Hugo, d'un Stendhal français, qui n'est pas non plus le romantisme italien porté par Alessandro Manzoni. Et vous verrez que Manzoni, il y a aussi un lien avec la Corse. Et j'espère qu'à l'avenir, quelques étudiants, hein, notamment en études corse et en études italiennes, pourront s'y pencher. Le romantisme, c'est un mouvement qui, alors je ne vais pas là le définir, hein, puisqu'il y a des bibliothèques, des livres entiers sur le romantisme, mais ce sont l'exaltation du moi, de l'individualisme, les passions, la nostalgie quelquefois poussée jusqu'à la mélancolie, et c'est aussi l'histoire, les noces de l'histoire et de la littérature. Michelet, qui est un grand historien français, c'est un historien, mais c'est aussi un écrivain, c'est aussi un style. Manzoni, c'est un écrivain, c'est un romancier, mais c'est quelqu'un qui a écrit du roman historique, puisque le roman historique, il apparaît véritablement au XIXe siècle, il apparaît avec Walter Scott, il apparaît en Italie avec Niccolò Tommaseo, il apparaît en France avec Stendhal, la Chartreuse de Parme, Lucien Levene, il apparaît aussi avec d'autres écrivains, hein, qui sont véritablement, j'allais dire, des écrivains qui sont dans les anthologies aujourd'hui, et un certain nombre de ces écrivains se sont penchés sur la Corse. Le romantisme, c'est aussi la découverte du folklore. Alors, le folklore, je sais qu'aujourd'hui, c'est un mot qui est connoté, hein, quand on dit de quelque chose que c'est du folklore ou que c'est folklorique, hein, on a l'impression, et à juste titre, qu'il s'agit d'une image d'Épinal, hein, que c'est finalement une caricature d'une culture. Le folklore, c'est la redécouverte, à l'origine, au XIXe siècle, des cultures populaires, des langues et des cultures populaires. Et ça, c'est aussi, j'allais dire, l'apport du romantisme, de s'être penché sur l'histoire des peuples, les cultures qui sont des cultures oubliées ou minorées, hein, et c'est ce que feront un certain nombre d'auteurs en Corse. Je songe par exemple à Niccolò Tommaseo ou à Francesco Domenico Guerrazzi. Alors, ces deux auteurs, Tommaseo et Guerrazzi, j'ai porté avec moi, c'est pas la Bible, ces deux ouvrages. Ces deux ouvrages qui sont, vous le voyez, volumineux. Celui-ci, ce sont les Lettere di Pasquale Paoli de Niccolò Tommaseo. Niccolò Tommaseo, c'est un dalmate, c'est quelqu'un qui est de culture italienne, né en 1802 en Dalmatie, dans une petite ville qui s'appelle Sebenico. La Dalmatie, ce sont ces régions qui appartiennent aujourd'hui à la Croatie, mais qui étaient profondément marquées par la culture italienne et plus précisément la culture vénitienne. Hein, ce sont des terres qui ont été, non pas colonisées, mais où on a des comptoirs vénitiens de marchands, hein, en Dalmatie et puis également dans les îles Ioniennes, qui sont des îles grecques. Et Tommaseo, c'est un dalmate qui quitte la Dalmatie au début du XIXe siècle. Alors, je ne vais pas vous raconter la vie de Tommaseo, mais vous expliquer comment il rencontre la Corse et comment il dialogue avec Guerrazzi sur Pascal Paoli. Dialogue à distance. Donc, Tommaseo, il étudie à Padoue, il fait ses études à l'université de Padoue, qui est une grande université fréquentée aussi par les Corses, au XVIIe, au XVIIIe et au XIXe siècle. Et puis, on est dans cette période
de l'Italie du Risorgimento, de l'unification de l'Italie, il se mêle de politique. Il rencontre Alessandro Manzoni. Alors Manzoni, il bénéficie dans l'Italie du 19e siècle d'une sorte d'aura parce qu'il a écrit les premiers romans en langue italienne, Fermo e Lucia et I Promessi Sposi, qui ont été écrits à plusieurs reprises, Les fiancés. Manzoni, c'est un aristocrate. C'est un comte lombard. C'est le petit-fils de Cesare Beccaria, le juriste du XVIIIe siècle, celui qui s'est penché sur Dei delitti e delle pene, qui a prôné l'abolition de la peine de mort. C'est son petit-fils, Manzoni. Et Manzoni, évidemment, il appartient à l'un des courants du Risorgimento, qui est le courant néo-guelfe, on va qualifier de catholiques libéraux, qui accompagne le Risorgimento, et Tommaseo le rencontre et est profondément marqué par, Manzoni. Le XIXe siècle crée de toutes pièces le roman historique. Et en Italie, écrire un roman est considéré comme un acte révolutionnaire. Dans un pays comme en Corse, dans la Corse de ce temps-là, où la poésie domine tout, écrase tout. Si vous prenez la littérature italienne des XVIIIe et des XIXe siècles, ce qui domine, c'est la poésie. Je ne m'en plains pas. J'adore la poésie, et j'adore la poésie italienne, et comme j'adore la poésie corse. Mais il y a très peu de place pour le roman. Et Manzoni parvient, avec Fermo e Lucia et Les fiancés, Promessi Sposi, à créer, un genre nouveau dans la littérature italienne, qui est le roman. Les Corses, 10 difficultés avec le roman au XIXe siècle. Le leader des lettrés corses, Salvatore Viale, qui est magistrat bastiais, qui a écrit la Dionomachia, mais qui a enseigné aussi les belles lettres au collège de Bastia, a laissé un ouvrage qui est une sorte de poétique, Dei Principi e delle Belle Lettere, qui est publié à Bastia en 1845. Viale condamne le roman. Il le condamne. Et il condamne le roman italien. Manzoni, ça passe encore, mais il condamne le roman français, historique, Notre-Dame de Paris, les mystères de Paris, d'Eugène Sue. Il dit, c'est de la mauvaise littérature. La bonne littérature, ce n'est pas le roman. La bonne littérature, c'est la poésie classique. Tenons-nous-en à cette poésie-là, puisque nous, les Corses, nous sommes les héritiers de cette poésie classique, et nous devons rester dans ce sillon-là. Or, en 1839, arrive en Corse, exilé, Niccolò Tommaseo. Il est exilé politique. Il arrive en Corse, il s'installe à Bastia, il sillonne la Corse, et il fait, des travaux qui sont des travaux de recherche sur les chants populaires, canti popolari. Il va dans le Cap Corse, il va en Castagniccia, il va dans le sud de la Corse, un cahier, un carnet dans la main, et il note les proverbes, les chants, les poésies dialectales entre guillemets, c'est-à-dire des poésies en langue corse qu'il sauve et qu'il publiera par la suite. Il publie aussi un roman, l'un des premiers romans italiens, qui s'appelle Fede e Bellezza, qu'il publie lorsqu'il est exilé à Bastia, et qui est l'un des tout premiers romans italiens que vous trouvez dans une traduction française, où il y a des pages admirables sur la Corse, des descriptions de paysages, notamment du littoral corse, dans Fede e Bellezza, qui sont magnifiques. Parmi les plus belles pages, de la littérature du XIXe siècle sur la Corse, on va le trouver chez Tommaseo. Alors, ce roman, Tommaseo l'envoie depuis son exil corse à Manzoni, parce que Manzoni, évidemment, c'est le père du roman italien. Et Manzoni est assez peu convaincu
il dit, alors il ne le dit pas directement à Tommaseo, mais il qualifie le roman de Tommaseo de pasticcio di giovedì santo e di martedì grasso. Hein, il dit c'est une sorte de pastiche, parce que Fede Bellezza, il y a l'engagement, j'allais dire, catholique, hein, chrétien de Tommaseo, mais il y a également, c'est une histoire d'amour, et Manson, il dit, c'est une sorte de pastiche, on est entre le jeudi saint et le mardi gras. Hein, on fait la fête, mais pas trop non plus, hein, il ne faut pas exagérer. Et Tommaseo, pendant son exil, s'intéresse à Pascal Paoli, parce que Pascal Paoli, il est véritablement mis à l'honneur par les lettrés italiens, et par Tommaseo et par Guerrazzi. Que fait Tommaseo? Tommaseo, il a un réseau d'informateurs à travers la Corse. Il est le premier à recueillir et à recopier les lettres de Pasquale Paoli. Le premier. On lui fournit les lettres, il les recopie, il les restitue, il a un réseau d'informateurs qui communiquent ces lettres, et en 1847, ces lettres sont publiées par une revue prestigieuse historique italienne qui est l'Archivio Storico Italiano, qui publie ces lettres de Pasquale Paoli en 1847 avec une introduction qui est une introduction magistrale de la vie et puis également de la trajectoire intellectuelle, politique, idéologique de Pascal Paoli. Les premières lettres, elles sont là, et elles sont publiées en 1847. Alors, c'est des ouvrages que j'ai extraits pour vous de la M3C, la médiathèque culturelle de la Corse et des Corses. J'ai demandé à Christophe Luzzi, qui est le responsable de la M3C, de les extraire de la salle de consultation, et je les ai portés avec moi. Donc, ça, c'est le travail de Niccolò Tommaseo sur Pascal Paoli. Alors, avec un Pascal Paoli qu'il présente comme un héros corse du XVIIIe siècle, il en fait une figure pré-risorgimentale. Hein. Alors, il ne dit pas que Paoli était favorable à l'unification de l'Italie, parce que bon, ça aurait été complètement anachronique. Mais il en fait à la fois un héros des Lumières, mais un modèle de modération. Parce que lui-même est modéré. Et comme il l'écrit, il lit ses lettres, il les publie, et il rédige sa biographie, il la rédige à son image. Un autre personnage intéressant, et c'est sur ce personnage-là que je vais me pencher un peu plus longuement avec vous, qui est un autre écrivain du Risorgimento, c'est Francesco Domenico Guerrazzi. Alors Guerrazzi, c'est un Toscan, c'est pas un Dalmate, il est Toscan, il est né près de Livourne en 1804, donc ils sont contemporains, ils meurent tous les deux au début de la décennie 1870. Et Guerrazzi, ce n'est pas un catholique libéral, ce n'est pas un modéré. Lui, il appartient, parce que ce que l'on oublie trop souvent de dire, c'est que le Risorgimento est traversé par des courants qui sont des courants partisans et idéologiques qui s'affrontent. Guerrazzi, c'est un partisan de Giuseppe Mazzini, c'est un révolutionnaire républicain qui est partisan de l'unification de l'Italie, mais pas de l'unification de l'Italie avec à sa tête un roi, pas une monarchie constitutionnelle, mais une république, un peu sur le modèle de la révolution de 1848 en France, la révolution de février 1848, et Guerrazzi participe en Toscane en 1848, il est avocat de formation, à une révolution sur le modèle de la révolution parisienne qui renverse le grand-duc Léopold II, qui est issu de la famille impériale d'Autriche, hein, puisque c'est un rejeton de l'impératrice Marie-Thérèse, puisque la Toscane est un État indépendant, mais qui n'a plus à sa tête depuis 1737 un Médicis, puisque le dernier des princes Médicis, Jean-Gaston de Médicis, est mort sans postérité, et la couronne du grand-duc de Toscane est passée aux Lorraine, aux Habsbourg-Lorraine. Et donc, Guerrazzi
promeut, il fait véritablement partie de cette révolution qui renverse le Grand-Duc. La Toscane se dote d'un gouvernement républicain. Guerrazzi est ministre dans ce gouvernement, sauf que les Autrichiens arrivent à la rescousse, replacent le Grand-Duc sur son trône à Florence, et Guerrazzi est envoyé d'abord en prison. Il va croupir quelques mois dans une geôle en Toscane, et puis ensuite il est envoyé en exil en Corse. Alors, en Corse, il demande une maison proche de Bastia. Ses amis, Giancarlo Gregori, moins les Viale, parce qu'on verra que Tommaseo était très proche de Salvatore Viale, mais moins de Guerrazzi, parce que politiquement, ce n'était pas du tout la même chose. On lui trouve une maison, une demeure, une propriété à Toghes. Donc on est véritablement à la porte d'entrée du Cap Corse. Et il demande une maison où il puisse écrire, travailler sereinement et bénéficier de la vue des îles de l'archipel toscan, de sa Toscane, puisque lui, c'est un Toscan. Et Guerrazzi, il est véritablement, j'allais dire, il n'est pas accueilli les bras ouverts comme Tommaseo par les lettrés corses. Si Tommaseo avait été accueilli, je dirais, chaudement par l'intelligentsia corse, il en va tout autrement de Guerrazzi. Salvatore Viale s'en méfie parce que c'est un républicain, parce qu'il est révolutionnaire, parce qu'il est ami avec Giuseppe Mazzini de la Giovine Italia, parce qu'il connaît Garibaldi. Viale, c'est le magistrat patricien Bastiais, très proche de la Rome pontificale, puisqu'il a un frère qui est cardinal et qui est nonce du pape, en Autriche, à Vienne, et qui sera ensuite archevêque de Bologne. Bologne qui est une ville très, très rouge, très révolutionnaire dans l'Italie du Risorgimento, où il a un autre frère qui est à Rome, médecin. Enfin bref, Guerrazzi, il est reconnu, mais il est un peu marginalisé par les lettrés corses. En revanche, il rencontre un personnage qui va... Alors il le rencontre, il le connaît finalement assez peu parce que c'est un personnage qui va mourir prématurément. Il va rencontrer ce que je considère comme le plus grand des historiens corses du XIXe siècle, personnage complètement oublié aujourd'hui, qui est Giancarlo Gregori. Gregori, ça n'évoque plus rien, même pas aux étudiants, même pas à nos étudiants. Gregori, c'est véritablement, alors il est magistrat de formation, c'est un Bastiais, famille de banquiers Bastiais. Il est magistrat à Mâcon puis à Lyon. Il va présider l'Académie de Lyon et il est d'une certaine façon un exilé, lui aussi à sa façon, puisque ses travaux le ramènent en Corse et il publie les éditions critiques de Pedro Girneo, financées par Charles-André Pozzo di Borgo, le comte, l'opposant à Napoléon. Il publie la vieille histoire d'Anton Pietro Filippini du XVIe siècle, financé par Pozzo di Borgo, Charles-André Pozzo di Borgo, l'opposant de Napoléon, et il publie une édition christique des Statuti Civili e Criminali di Corsica, qui est la coutume corse, les statuts juridiques de la Corse génoise. Donc c'est véritablement un érudit. Ces textes sont annotés, c'est vraiment une édition critique qui utilise une méthode scientifique rigoureuse telle qu'on l'utilisait au XIXe siècle. Ça, c'est Gregori. Sauf que Gregori, il est atteint par la tuberculose et il se rend à Pedrabol, dans le Fiumorbo, et il meurt en cure. Il se repose à Pedrabol, il meurt, il laisse un testament, et dans son testament, il confie un certain nombre de ses documents à Guerrazzi pour qu'il en fasse, bien évidemment, quelque chose. Et parmi ces documents, il y avait un projet d'ouvrage sur Pasquale Baoli, rédigé en italien par Giancarlo Gregori. Malheureusement, la vie ne lui a pas permis de
voir aboutir ce projet. Et ce manuscrit, moi je l'ai vu lorsque je faisais mes études, lorsque je faisais ma thèse, ils sont, je le dis, hein, s'il y a, je vois peu d'étudiants, mais bon, des curieux, si vous allez, n'est-ce pas Bernard, une ville très importante pour nous autres, les Corses, c'est Livourne. Voilà. À Livourne, vous avez une bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque Labronica, qui est la bibliothèque patrimoniale de Livourne, qui porte le nom de Francesco Domenico Guerrazzi, qui est un auteur livournais, porte son nom. Hein, Bastia, vous avez la bibliothèque Tommaso Prela, qui est un bibliophile Bastia. Livourne, c'est la bibliothèque Guerrazzi. Et vous avez le fonds Guerrazzi. Et dans ce fonds Guerrazzi, vous avez toutes les archives de Guerrazzi, mais également de ce magistrat corse, magistrat et historien bastiais, Grégor, et vous avez notamment ce dossier qui avait été constitué de notes pour la rédaction d'un ouvrage qui aurait été un ouvrage historique sur Pasquale Baoli, puisque le 19e siècle, les lettres de Tommaseo, je dirais 2 mots sur Guerrazzi, mais vous avez aussi des auteurs corses qui travaillent, hein, l'abbé Jamar, qui est de Casinca, qui écrit une Vita politica di Pasquale Baoli. Vous avez, avec des lectures très différentes du personnage, vous avez de nombreux travaux. Guerrazzi reprend ce dossier, mais il n'en fait pas un livre d'histoire. Il en fait un roman historique. Un roman historique dont j'ai porté l'édition originale, Pesa u Biombo. Alors, il y a eu de nombreuses éditions économiques. Alors, évidemment, avec la reliure, ça, c'est des ouvrages avec une reliure romantique, hein, presque un peu d'inspiration presque médiévale, avec une police de caractère presque gothique. Hein, et Paoli, c'est pas un homme du Moyen-Âge, mais il publie ce premier roman qui s'intitule, alors, voilà, avec des portraits, hein, un roman illustré de Pasquale Baoli. Pasquale Baoli, aussi la Rotta di Ponte Nuovo. Hein, Pasquale Baoli, ou la déroute de Ponte Nuovo. Et là, on a véritablement ce roman illustré avec des dialogues, hein, vraiment très moderne, alors qui a été traduit il y a quelques années aux éditions Albiana par Pedranto Skolka, qui a traduit ce roman de Guerrazzi, qui était un roman illustré, qui a connu, lui, alors celui-là, on le trouve dans les anthologies de la littérature italienne. Hein. Dans les anthologies de la littérature française, vous aurez toutes les peines du monde, il n'y en a pas, hein, trouver des textes sur Pasquale Baoli. En revanche, si vous prenez l'équivalent du Lagarde et Michard ou d'une anthologie de la littérature italienne, vous allez trouver le Pasquale Baoli de Guerrazzi, parce qu'il est un des grands romans historiques de l'Italie du 19e siècle. Et ce roman, il est publié en 1860. Il est publié en 1860. Alors on y trouve là le souffle de l'histoire. Et je dirais que si chez Tommaseo, le personnage principal des lettres, bien évidemment, c'est Pasquale Baoli, chez Guerrazzi, le protagoniste essentiel, c'est pas forcément Pasquale Baoli. Alors Pasquale Baoli, il joue un rôle important dans cet ouvrage. Mais le protagoniste principal de ce roman, c'est le peuple. C'est les gens du peuple et qui accompagnent Pasquale Baoli dans son aventure. Et ça, on sent véritablement, et on le sent aussi à travers d'autres romans, hein, on fait la différence avec Tommaseo. Hein. Guerrazzi, c'est véritablement, il est très sensible à la fibre populaire. Le peuple est véritablement, le peuple corse, est un personnage chez Guerrazzi. Hein. Les hommes, les femmes, les enfants, les paysans, les gens de la montagne, les gens de la mer, ils contribuent à, j'allais dire, cet effort de la Corse, hein, de la Corse du XVIIIe siècle et de la Corse de la Révolution. Donc cet ouvrage-là, il est publié non pas à des centaines, mais à des milliers d'exemplaires. Alors pas tous avec cette édition luxueuse, illustrée, avec des gravures, mais avec comment dirais-je, avec aussi des éditions économiques. Des éditions économiques. Alors, puisque le XIXe siècle, c'est aussi le siècle qui voit
l'essor de la presse et l'essor de, de Chiorazo. Settore. Voilà. Donc, il est véritablement un roman qui montre véritablement la Corse du XVIIIe siècle. Il y a un autre texte que je voudrais vous montrer, qui est plus petit, physiquement quand on le regarde, c'est ce petit livre. La Torre di Nonza. Alors, la Torre di Nonza, on l'a juste face à nous. La Torre di Nonza, qu'est-ce que c'est ? C'est un ouvrage, un recueil de textes très divers, publiés par Gueratti. Ce n'est pas un roman. Pasquale Paoli aussi à la Rota di Ponteno, c'est un roman. La Torre di Nonza, c'est un recueil, une sorte de bloc-notes, de textes disparates, divers, de notes de lecture, de méditation, qu'il sillonne à travers sa découverte de la Corse. Et c'est aussi un livre magnifique, et je le dis à Higuaï Gabigorsini, c'est un livre magnifique sur le Cap Corse, puisque Gueratti a été véritablement amoureux de cette terre du Cap Corse, côté oriental, puisqu'il habitait à l'entrée nord de Bastia, mais côté occidental, la côte occidentale sur laquelle nous nous trouvons ce soir, et la Torre di Nonza, ça c'est véritablement une description de paysages du Cap Corse, du labeur des Cap-Corsins, qui non seulement un peuple de marins, mais pas seulement de marins, et vous verrez, je vais en dire deux mots rapidement. Et véritablement, je vous invite à relire Cap-Corsins et les autres, ce livre. Alors ça, c'est l'édition originale, publiée à Malte, puisque les ouvrages de Gueratti, il ne pouvait pas les publier ouvertement, ni en Toscane, puisqu'il était proscrit, ni dans d'autres États italiens. Donc il allait soit... elle ne l'a pas publié en Corse, soit à Malte, qui était sous la domination des Britanniques, pour publier cet ouvrage-là, qui a été aussi... on a une réédition traduite par Pedranto Scolca, que vous trouvez sur le site d'Albiana. Vous pouvez le lire. Alors, soit la version italienne, que vous trouvez en ligne sur Gallica, sur Google Books, sur la toile, mais également la traduction française, pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue italienne, chez Albiana. Et immanquablement, puisqu'il séjourne à Nonza pendant plusieurs jours, Gueratti, il s'intéresse à l'histoire, l'épisode, dirons-nous, de la tour de Nonza et de Giacomo Gazella, qui est une sorte d'héroïne, dont le nom est attaché à cette tour. On ne peut pas parler de la tour de Nonza sans parler de Gazella. Et sur ce fait historique qui est avéré, on peut pas... Ça s'est réellement passé. Le premier, alors évidemment, on a cherché les origines. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit, on est à l'été 1768, toutes les lignes de défense des Corses sont en train de tomber les unes après les autres, y compris le Cap Corse, qui est défendu par le neveu par alliance de Pasquale Paoli, Giuseppe Barbaggi, par les Saligè di Doletta, par d'autres, près des Beverine, ou par d'autres personnages qui sont présents. Et effectivement, bon, les troupes du roi Louis XV avancent comme un rouleau compresseur. Ce sont des troupes qui sont une armée régulière, mieux armée, mieux équipée, et elles arrivent à Nonza, et Nonza, c'est un verrou. Nonza, c'est un verrou, et on a un personnage qui s'enferme dans la tour de Nonza. Le reste de la garnison s'enfuit, plutôt que de se faire tomber prisonnier aux mains des Français. Il quitte la tour, et Gazella, Giacomo Gazella, reste dans la tour de Nonza. Le premier qui évoque cet épisode, c'est un historien corse, Francesco Ottaviano Renucci, dans son Histoire de la Corse, en 1833, qui lui consacre 2 pages, qui explique comment cet homme, pendant plusieurs heures, s'est enfermé dans la tour, a actionné un certain nombre de fusils qui étaient
je dirais, à toutes les meurtrières de la tour et a laissé entendre aux troupes françaises qui assiégeaient la tour qu'ils étaient au moins une quinzaine ou une vingtaine à l'intérieur de la tour. Or, il était seul. Bon, les négociations ont commencé et elles ont abouti immanquablement à la reddition et à la reddition de Kazé, là, qui est sorti avec les honneurs. On a vu sortir un homme seul. On l'a décrit souvent comme un homme invalide, à qui il manquait une jambe. Ça, c'est une erreur, parce que quand il occupe la tour de Nantes, ça, c'est pas un vieillard, mais c'est un homme qui a 31 ans. Voilà, donc là, c'est pour, j'allais dire, le travail de l'historien. Et il a rejoint Mourad, où Pascal Paoli l'a accueilli. Quand Guerrazzi vient à Nantes, on lui raconte cette histoire. Les gens du village lui racontent cette histoire et ils le notent dans la Torre di Nonza. Et il l'écrit. Il y a des pages qui sont où il en fait véritablement, il fait de la Corse de ce temps-là, du peuple corse, parce que Kazé, là, c'est un homme du peuple. Hein. C'est quelqu'un qui est né à Erbadiolo, au hameau éponyme de Kazé, là, hein, dans le village d'Erbadiolo. On est proche de Corté. Vous avez un hameau qui est aujourd'hui complètement abandonné, qui s'appelle Kazé, là. Eh bien, il est un de ces nazionali corses du XVIIIe siècle. Il est dans l'armée régulière corse. Bon. Eh bien, il est ce héros de la tour de Nonza. Et Guerrazzi écrit la chose suivante. Je le dis en français, je vous lirai d'autres passages en italien très courts. Je vous rassure, on s'achemine vers la conclusion. Sans les Thermopyles, la Grèce attendrait encore Marathon. Maintenant, allez, répliquez. Si vous en avez le courage, Pasquale, qu'au lieu de faire de sa mort un argument de peu pour les ennemis, d'enthousiasme pour les siens, le capitaine Casella est resté vivant, à picorer un peu d'années de vieillesse comme des pépins de raisin agglutinés sur les rives de la mort. Si Casella est rentré, alors je referme les guillemets, si Casella est entré de son vivant dans la légende, il n'était pas un personnage mythique. Je l'ai retrouvé après Nonza et après Ponteno dans divers documents. Je l'ai retrouvé notamment dans le dénombrement de 1769 à Corté. Il est présent. Il est noté Casella d'Erbadiolo. Il a à ce moment-là 32 ans. Il est marié, donc ce n'est pas un vieillard, il est marié à Giulia Mattea. Comme c'est curieux, Giulia Mattea. Giulia, quand on sait que le lien avec Nonza et Sainte-Julie, Giulia Mattea, qui en a 22, je le retrouve vivant, Casella, en 1795, sous le royaume anglo-corse, à l'époque du royaume anglo-corse, où il sollicite une aide du gouvernement corse pour les services rendus, je cite, à la patrie corse. Il était invalide et les Français, c'est noté dans le rapport, dans la demande, avaient à la fois pillé sa maison et l'avaient incendiée. Sa maison à Corté. Je le retrouve également en 1804. Il est à Corté, il vit retiré à Corté et il marie sa fille unique, qui s'appelle Christine, qui a 19 ans, et qui épouse un sous-lieutenant du 3e régiment suisse qui est en garnison à Corté. Et Casella, dernier chapitre, meurt à Corté le 15 septembre 1816. Donc il traverse bonne partie du XVIIIe siècle, en tout cas la Révolution corse. Il traverse, il voit l'Empire et il connaît les premières années de la Restauration. Guerrazzi était admiratif de Casella. Et je l'ai dit, ces faits d'armes ont été rappelés dans les livres d'histoire. La conclusion de la Torre di Nonza, il écrit, Guerrazzi, la chose suivante en italien. La Torre di Nonza, tu hai difeso da eroe. Il tuo nome, con quello di Nonza, perverrà, siene sicuro, alla più tardi posterità. Donc il en fait véritablement, il s'adresse directement
à ce héros. Il dit Nonza et Casella leur gloire sont liées et la postérité entretiendra cette légende de Casella et de Nonza. Pour terminer, je voudrais dire que, pour ma part, les pages les plus belles, les plus admirables, les plus solaires qu'il m'a été donné de lire sur le Cap Corse et sur ses habitants, dur au labeur, je les ai trouvées dans la Torre di Nonza. Guerrazzi, c'était véritablement un amoureux de l'histoire, un amoureux de la littérature, c'était un écrivain, mais c'était aussi un observateur. Et je termine en vous lisant un court extrait de ce qu'il dit. Alors, il y a des pages, de très longues et très belles pages sur le Cap Corse, mais j'en retire un seul extrait en français. Avant tout, le Cap Corsin a sculpté, à coups de burin, des sentiers et des escaliers grossiers sur les flancs du rocher. Ensuite, en raclant les pierres, en creusant là où tombe l'eau de la montagne, en la retenant un peu pour qu'elle dépose du sable, et aussi en rompant en petits morceaux une sorte de pierre tendre, il a rassemblé avec peine un peu de substance tellurique et en la transportant à l'aide de corbeilles, l'a versé dans le creux de ces étranges consoles. Ceci fait, le Cap Corsin a canalisé les eaux qui viendront arroser la subtile strate de terre exposée presque toute l'année à l'ardeur d'un soleil tropical qui la brûle. Chisimo. Le terrain, ainsi préparé, il y jette la semence où il plante des boutures de cédra. Plus tenace que la fourmi, pendant que tout autour de lui hurle la tempête au milieu des rochers, il s'accroche de planche en planche, sans souci du danger, et court sauver les plantes assoiffées. Maintenant, sache que les paniers des détenus suspendus aux parois des odieuses murailles ressemblent justement à la culture des cédras dans une grande partie du Cap Corse, et que la nature, ici aussi égale aux hommes, vaincue par la miséricorde, féconde généreusement la terre qui lui demande la charité, tandis qu'ailleurs, mise sans dessus dessous, bouleversée, elle se montre avare. C'est un hommage magnifique à la fois sur le Cap Corse, la mer, la terre cultivée par les Cap Corsins, mais aussi sur le génie, l'ingéniosité des Cap Corsins qui ont cultivé, j'allais dire, la montagne du Cap Corse. Et véritablement, c'est digne d'une observation et on voit véritablement un écrivain qui a observé méticuleusement le travail, je pense, à Nonza, puisqu'il évoque les cédras, il évoque les terrasses. Voilà. Je lis certains livres d'histoire et je ne vais pas me faire que des amis, pas ici, parce que je sais qu'ici, la plupart d'entre vous pensez la même chose que moi. Mais je lis certains livres d'histoire, mais il manque quelque chose, il manque un style. Il manque, je vois des livres d'histoire qui sont très intéressants, qui apportent beaucoup de choses, mais dont le livre me tombe des mains au bout de la 3e page. Alors évidemment, un livre d'histoire, ce n'est pas un roman. Un roman n'est pas un livre d'histoire. Là, on a parlé de roman historique. Mais si je prends de pas me hisser à la hauteur de grands historiens, nous sommes tout petits, nous. Mais si je prends les grands historiens, on les reconnaît aussi à leur style et à leur façon de s'exprimer simplement, sans jargonner, en faisant des phrases simples. Sujet, verbe, complément, un point. Voilà. Et ils sont accessibles au plus grand nombre. Et je dirais, évidemment, ce lien, il est très étroit. Et je dirais, Paoli, comme Napoléon d'ailleurs, et moi je l'ai écrit dans ma thèse, dans Esprit corse et romantisme, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que finalement c'est la fin du 19e siècle qui a opposé le mythe paolien et le mythe napoléonien. On a opposé, alors je ne vais pas rentrer dans le débat, est-ce que Napoléon est le fils spirituel de Pascal Paul? Il y a des chercheurs plus talentueux, plus doués, qui ont travaillé plus le sujet que moi, qui pourront y répondre. Ils ne sont pas tous d'accord, d'ailleurs. Mais si je regarde le 19e siècle, je m'aperçois que ces deux mythes-là
ne s'opposent pas. Ils sont complémentaires. Il n'y a pas d'opposition. En revanche, il y a une opposition dans la lecture des personnages. Le Pascal Paoli vu par Guerrazzi, ce n'est pas le Pascal Paoli vu par Tommaseo. Même chose pour Napoléon. Donc on a véritablement des lectures, parce que ce sont des personnages qui sont des personnages hors normes, des personnages hors normes, et chacun y tire une ficelle et met l'accent sur un aspect du personnage plutôt que sur un autre aspect. Voilà. Et donc, c'est ça qui est fascinant. Et le 19e siècle, véritablement, c'est le siècle, notamment en Italie, qui voit apparaître le mythe paolien. Parce que, véritablement, Pascal Paoli, qui tire Paoli de l'oubli, ce sont les lettrés italiens. Alors, celui qui crée le mythe, c'est Bossuel. On est tous d'accord. Avec d'autres. Mais c'est Bossuel, principalement. Mais le mythe, après la mort en 1807, ce sont les lettrés italiens. Les Français, les auteurs français, ont très peu écrit sur Pascal Paoli à la même époque. Il y a quelques lignes dans la vie de Napoléon, de Stendhal. Il y a quelques lignes dans l'histoire des Girondins, d'Alphonse de Lamartine. Mais vraiment quelques lignes. Ils ne sont pas nécessairement à la faveur de Pascal Paoli, et ni même à la faveur des Corses. Voilà. En revanche, les historiens et les écrivains, le travail historique et le travail fictionnel de création littéraire des Italiens, il est majeur. Guerrazzi, Tommaseo, mais je pourrais citer d'autres auteurs. Je pourrais citer Gaetano Polidori, je pourrais citer Gioberti, il y a une liste considérable d'auteurs qui se sont penchés sur Pascal Paoli et sur Napoléon. Mais plus Pascal Paoli, en fin de compte. Voilà. Manzoni, alors il faudrait travailler sur les archives, parce que bon, on a l'impression d'avoir fait le tour de l'histoire de la Corse et le tour de l'histoire littéraire. Mais on est loin du compte. Voilà. Les archives d'Alessandro Manzoni, elles sont conservées à Milan. Il y a sa bibliothèque et ses papiers. Il y a eu des échanges nombreux avec Tommaseo sur comment, Tommaseo l'interrogeait, comment je dois publier les lettres de Pascal Paoli. Est-ce que je peux écrire telle et telle chose? Même chose sur un auteur, alors, qui est un auteur italien, dont on n'imagine pas qu'il ait pu écrire sur Paoli, qui est Giacomo Leopardi, le grand Leopardi, le plus grand poète italien du 19e siècle, le plus grand, qui vit à Recanati et qui est un aristocrate. Il a laissé 2 manuscrits, une vie de Pascal Paoli et une vie de Sampiero Gursu, qui sont manuscrits, qui sont des textes manuscrits qui sont conservés dans sa bibliothèque, dans son palais, puisque c'était un aristocrate, il y avait sa bibliothèque, à Recanati. Donc on voit, et il n'est jamais venu en Corse, mais on voit que les idées corses, le mythe paolien, il a infusé dans l'Italie du 19e siècle, et c'est quelque chose qui a véritablement laissé une empreinte, importante. Je pense qu'il y aurait véritablement un travail, peut-être un mémoire de maîtrise, en allant travailler également, investiguer du côté des archives et de la bibliothèque Labronik à Livourne. Voilà. Mais ça nécessite du temps. Ça nécessite un étudiant ou une étudiante qui aille en mission, voilà. Et on ne peut pas faire ça en mode express. Voilà. Il faut ouvrir les cartons d'archives, lire, prendre le temps. Et tout historien sait, comme tout historien de la littérature, c'est que ces travaux d'écriture, ces travaux de recherche, ils sont coûteux en temps. Ils sont coûteux en temps si on veut faire quelque chose de solide et de pérenne. Voilà. Merci.